Alors, courir autrement dans l'Académie d'Amiens, pourquoi? Alors, d'abord quelques constats au niveau des examens. Donc, si on prend les activités qui ont trait à la course, à savoir la course de demi-fond, la course d'orientation et la course en durée, on voit au niveau des choix des élèves que le premier choix se tourne d'abord vers la course de demi-fond. Ensuite, au niveau des moyennes, on peut voir le trait horizontal vert, c'est celui de la moyenne académique. Donc c'est la référence académique. Donc au niveau des 3 moyennes de la course de demi-fond, on est à la moyenne. La course d'orientation également. Mais les élèves sont un peu plus en réussite au niveau de la course en durée. Alors ces constats concernent, pour ce graphe, les résultats du bac général et technologique de la dernière session. Si on regarde les constats au niveau du bac professionnel, on a toujours nos 3 activités, avec un choix également un peu moins prépondérant, donc une répartition un peu plus homogène des choix au niveau des types de courses. Et au niveau des résultats, des moyennes, là, manifestement, au niveau de la course de demi-fond, les résultats sont bien inférieurs aux 2 autres activités qui sont juste à la moyenne. Ces constats, on les retrouve également au niveau du CAP et du BEP, donc pour les 3 mêmes activités. La prépondérance de la course de demi-fond, vous voyez que c'est la 2e activité choisie au niveau de l'académie par les élèves. Et avec des résultats encore moins en réussite au niveau de la course de demi-fond, dont l'épreuve est 3 x 500, vous la connaissez bien, avec des résultats à la moyenne ou proche de la moyenne légèrement supérieure pour la course en durée et la course d'orientation. Alors, pourquoi? Finalement, on peut se poser la question. Courir autrement, c'est aussi pour mieux faire réussir les élèves. Donc, on peut mieux les faire réussir. On l'a vu un petit peu sur les graphes. En course en durée, les résultats étaient un peu meilleurs ou bien au-delà de la moyenne académique. Donc, c'est diversifier l'équipe de course présentée aux élèves. Donc, il faut trouver des alternatives au demi-fond, particulièrement en voie professionnelle. Aussi, diversifier les contenus. Donc, des alternatives également au format du 3 x 500. C'est-à-dire que le 3 x 500, même si on programme le demi-fond sur les classes de seconde ou de première, on peut pratiquer une course autre que le 3 x 500. Maintenant, un zoom un peu plus large sur les résultats de l'académie au niveau des moyennes académiques rapportées aux moyennes des autres académies. Donc, la moyenne en rouge, c'est celle de la moyenne nationale. Et au niveau du résultat de l'Académie d'Amiens, donc au niveau du bac général et technologique, on se situe au 22e rang sur les 33 académies. Donc on estime qu'on pourrait faire mieux. Il n'y a pas de raison. Si on compare avec l'Académie de Reims, ce sont nos proches voisins. Donc on peut se poser la question, quand on voit les élèves, quelles sont les différences qu'il peut y avoir entre des élèves qui sont de Picardie ou de Champagne-Ardenne. Et pourtant, ils ont bien des résultats différents. Alors, je vais faire un petit aparté pour ce reportage qui est passé sur Arte, et qui était assez intéressant, qui posait la question, sommes-nous faits pour courir? Alors, finalement, il disait que oui, c'est prouvé scientifiquement, mais qu'au départ, le fait que l'homme soit coureur, ça l'a vraiment aidé à survivre, puisqu'il avait un système finalement, je veux dire entre guillemets, de refroidissement beaucoup plus élaboré que celui de l'animal, et ça lui permettait de pouvoir courir après les animaux, les affaiblir et pouvoir les tuer pour manger. Donc aujourd'hui, rien ne sert de courir aujourd'hui. Il faut choisir à point pour manger. Donc, un petit clin d'œil. Donc choisir dans les rayons, mais aussi choisir dans les planches de pratique. Et après, sachez aussi, c'est mon expérience personnelle, que parmi les élèves, certains aiment courir, mais d'autres aiment beaucoup danser. Moi, je n'aime pas courir, par exemple, pourtant, mais j'ai bien couru à l'école.
Mais si on peut proposer d'autres formes de pratiques, hein, j'aurais pu aussi me faire plaisir également sur d'autres formes que la course. Je vous remercie. Petite présentation rapide où, après avoir interrogé les examens, l'idée c'est d'interroger les pratiques. Alors il y aura moins d'images, je suis désolé, c'est un peu plus austère. Et l'approche, donc c'était un peu plus sympa. Donc courir autrement en EPS, peut-être que l'intitulé de ce forum, c'est une question posée aux pratiques. Donc sans refaire rapidement, parce que Martine a déjà posé la question, courir autrement pourquoi? Peut-être que quand on se dit ça, ça veut dire que les façons dont on court, on fait courir en EPS, ne serait pas suffisant, puisqu'il faut, on se dit qu'il faut courir autrement, c'est qu'il faut envisager d'autres modalités qui seraient peut-être complémentaires à celles qui existent, ou se dire que celles qu'on met en œuvre, elles ont quelques failles, ou qu'elles méritent d'être interrogées, re-questionnées. Ce serait peut-être pas suffisamment efficient. C'est la question que pose en tout cas l'intitulé de ce forum. Donc, courir autrement pour faire évoluer les pratiques, les rendre plus efficaces, plus formatrices, peu importe. Et puis diversifier ces pratiques pour peut-être répondre davantage aux différents motifs d'agir des élèves, à leurs besoins, à leurs caractéristiques, bref, une meilleure adaptation au public auquel on s'adresse. Alors ce que je vous propose, rapidement, parce que c'est... voilà, on fait juste une petite introduction et après le cœur du problème va être traité toute la journée. Une introduction sur quelques constats récurrents qu'on peut faire lors de nos visites d'inspection, portant sur des séances de course. Et puis peut-être en ciblant certaines observations qui méritent d'être soulignées, méritent d'être pointées dans diverses activités. Alors, première chose, donc j'ai fait des petits rassemblements, là c'est sur des choses qu'on peut observer à la fois en demi-fond et en course en durée. Première interrogation, ou première chose, sur l'utilisation des tests. Voilà. Beaucoup d'enseignants utilisent des tests permettant de déterminer des références personnelles, mais ce qu'on observe de manière récurrente, en tout cas moi, ce que j'observe de manière récurrente sur un bon nombre de leçons, c'est que on entend beaucoup de gens rejeter les tests classiques. Alors, je ne vais pas vous faire un truc sur tous les tests. En plus, il y a certainement dans la salle des gens qui connaissent bien mieux les fondements et les aboutissements de tous les tests d'effort qui peuvent être utilisés. Mais en tout cas, on entend par moment un rejet des tests. Souvent, ils sont rejetés par rapport à leur fiabilité. Alors, cette fiabilité, elle interroge parce que est-ce qu'un test a la nécessité d'être 100% fiable? Est-ce qu'on n'a pas un œil du maquignon qui permet un petit peu, des fois, d'arranger les choses, de recaler un élève? On sait que les élèves, les tests, ils ne font pas toujours à fond. C'est pas grave. Quelque part, peut-être que ces tests, ils ont quand même un intérêt, c'est de donner cette fameuse référence personnelle, quel que soit le test. Un test, on peut aussi avoir des tests divers et variés. Mais la fiabilité, la recherche de vérité, d'objectivité du test, la recherche de vérité à travers le test n'est peut-être pas si nécessaire que ça. Et puis ce qu'on observe aussi, de plus en plus, enfin moi j'ai observé ça entre l'année dernière et cette année un bon paquet de fois, des modifications des tests. C'est-à-dire qu'en gros, des leçons où on voit apparaître des tests bricolés, arrangés, adaptés des tests qui existent, et avec un bémol, ou en tout cas une difficulté, c'est qu'il y a une disparition du côté maximal progressif de ces tests, qui sont la plupart sur ce modèle-là, ils sont tous progressifs la plupart. Et puis, du coup, il n'y a pas forcément contrôle de l'allure des élèves. Donc c'est des choses à interroger, c'est-à-dire attention aux arrangements. En gros, on va dire très très simplement, on voit des élèves partir sur des tests sans avoir forcément trop de repères sur les allures à adopter. Classiquement, ils partent trop lentement ou trop vite, et puis finalement, le test, là pour le coup, à la fin, en termes de fiabilité, il prend vraiment un coup dans l'aile. Voilà. Et puis la question aussi de ces fameux tests, des tests qui sont peut-être des fois à préparer. C'est-à-dire que les tests, souvent, me semble-t-il, enfin nous semble-t-il, sont introduits vite et pas forcément préparés. Voilà. Une question, voilà. C'est des choses que je vous soumets, des réflexions. Autre point, les méthodes et procédés d'entraînement mis en place. Là-dessus, juste une remarque, je pense qu'on a besoin régulièrement, quand je dis on a besoin, c'est collectivement, la profession, d'actualiser nos connaissances sur la physiologie de l'effort, sur les procédés d'entraînement, les méthodes d'entraînement. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses diverses et variées qui existent, et puis on a besoin un peu de se mettre à jour régulièrement. Sur la variété des allures de course, aussi, une interrogation. Certes, les choses ont évolué, on ne court plus en continu systématiquement comme à une époque. Allez les gars, 20 minutes, et puis
tout va bien se passer. Je l'ai vécu, je l'ai fait vivre, donc pas de souci par rapport à ça. Mais peut-être qu'on peut imaginer davantage de variété dans les méthodes d'entraînement mises en place, dans les allures de course sollicitées. Peut-être qu'à un moment, faire l'expérience même d'allures de course un peu fantaisiste, ça peut rendre ou ça peut justifier l'utilisation d'une référence un peu plus stable à un moment et justifier un test VM, par exemple. J'ai fait d'avoir expérimenté des choses un peu en décalage. Voilà. Attention quand même à la variété. C'est bien de varier si les élèves ont quand même des repères et peuvent suivre ce que l'on fait. Parce que la variété, c'est quand même, pour beaucoup de disciplines, et là je sors de la problématique des courses, peut-être des fois un peu une tare en EPS, ou quelque chose qui nous pose problème. On s'éparpille et puis on peut perdre les élèves en route. D'autres remarques sur d'autres constats voilà, qu'on vous livre, tout simplement, sur ce qu'on observe en demi-fond, sur les mises en activité des élèves, des formats souvent classiques. On fait courir les élèves avant de les faire courir, voilà, par exemple. Donc peut-être s'interroger sur des approches un peu plus ludiques, et puis peut-être sur des approches qui mettent en avant d'autres déterminants de la performance en demi-fond, par exemple, parce que souvent on est focalisé, disons, la profession est focalisée sur les aspects physiologiques, voilà, sur le pourcentage de VMA, sur l'allure, etc. Et on se pose moins de questions sur la coordination motrice, le placement des élèves, le travail d'appui. Donc voilà, il existe des formes d'entrée dans l'activité avec des variations sur le skipping, avec des parcours d'appui, avec plein de choses qu'on peut peut-être mobiliser pour motiver davantage les élèves. Parce que moi j'ai été prof par exemple en LP pendant 17 ans, faire courir les élèves avant de les faire courir, des fois c'est dur. Petite remarque sur les repères donnés aux élèves. On a tendance des fois à vouloir faire basculer les élèves systématiquement, surtout que ce soit en course enduro en demi-fond, mais ça interroge peut-être plus en demi-fond, et faire basculer de repères externes à des repères essentiellement internes. Alors peut-être que le coureur de demi-fond sans montre, c'est un mythe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a peut-être toujours des repères externes, nécessaires, des repères métriques et chronométriques, et il ne faut peut-être pas chercher systématiquement, peut-être comme davantage au début, un peu moins à la fin, mais les faire disparaître, c'est peut-être une gageure. Voilà, c'est une question qu'on vous pose. Il y aura des éléments de réponse dans la journée, je pense, mais voilà. Ces repères, on a toujours besoin, et peut-être parce que le demi-fond, c'est quand même des registres d'efforts assez soutenus, par définition. On ne fait pas du demi-fond à 60% de sa VMA. On peut avoir certains moments où on va y être, mais en tout cas, une épreuve de demi-fond, logiquement, ne se fait pas à 60% de sa VMA. Là-dessus, peut-être que quand on est dans des registres un peu intenses, c'est difficile de maintenir une allure et qu'on a besoin de procéder, de zones radar, de partenaires qui vont nous donner des repères pour accélérer, décélérer, maintenir son allure, s'inscrire vraiment dans les allures qui sont prévues. Parce que dans ce qu'on observe aussi, même si on avance, moi je trouve que collectivement il y a de grandes avancées là-dessus, mais on a encore besoin, en tout cas sur le regard macroscopique, de donner plus de repères aux élèves. On voit souvent des élèves, je vais vous donner une petite anecdote, mais classique. Voilà. Moi j'ai déjà vu des élèves se dire oui je suis en réussite, parce qu'en fait ils étaient arrivés au bon plot, au bon moment. Parce qu'ils avaient une distance à courir, sur 3 minutes par exemple, et puis ils ont couvert la bonne distance sur le bon temps. Sauf qu'en fait, ils n'ont jamais été dans l'allure que l'enseignant souhaitait qu'ils intègrent, ou en tout cas qu'ils maintiennent, parce qu'ils n'avaient pas de repères en cours de route. Donc peut-être s'interroger sur ce manque de repères, des fois que les élèves peuvent avoir. Parler un petit peu des sensations et des ressentis pour les dédramatiser. C'est vrai que des fois, c'est une piste un petit peu en plus. Une remarque, j'accélère un tout petit peu parce que je faut que je laisse la parole rapidement à Isabelle. Une petite remarque sur les exigences en termes d'intensité. On est peut-être parfois, par exemple, en demi-fond sur un manque d'exigence en termes de pourcentage de VMA sollicité. Et puis du coup, ça survalorise le projet, ça survalorise la régularité. Alors j'ai rien contre la régularité, bien au contraire. Tant qu'elle garde son statut, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc on survalorise le projet, la régularité, l'observation, et puis peut-être qu'on se déconnecte, ou en tout cas on déconnecte le travail que l'on fait du projet de performance. Par exemple, le demi-fond, c'est de la CV1, on est quand même sur réaliser une performance mesurée avec l'échéance donnée, etc. Petite dernière diapo pour finir sur quelques constats, mais j'ai déjà dit, donc je
fait un peu de remarques dans ce sens-là. Peut-être que, voilà, j'ai pris relais vitesse et demi-fond, mais on est souvent... Je trouve qu'on oublie collectivement peut-être une dimension de la course, c'est qu'on n'apprend plus aux élèves à courir. Alors, à courir, c'est-à-dire que... voilà, je vous donne par exemple un constat, il n'y a pas longtemps, je vois une séance de course, et puis il faut 3 secondes pour voir qu'il y a 3 élèves dans le groupe qui courent régulièrement, qui sont des athlètes, parce qu'ils sont placés, parce qu'on voit bien que leurs appuis sont moins fuyants, parce qu'ils ont un regard qui est posé, enfin voilà. Une posture, il y a une motricité qui renvoie, et peut-être que cette dimension motrice de la course, on a tendance un peu à l'oublier. Il y a le droit j'irai dans les ateliers, on pourra en discuter. Peut-être qu'on oublie aussi un petit peu, on voit rarement apparaître, alors sauf en relais vitesse, bien évidemment, je n'aurais peut-être pas dû ranger dans cette case-là, je suis désolé, le caractère collectif des courses. On peut faire des uniformes en collectif. Des courses collectives avec passage au stand, peut-être des choses intéressantes à développer derrière ça, sur le travail de certaines compétences méthodologiques et sociales. Donc peut-être attention à une dérive un peu, une centration un peu trop sur soi, alors qu'on peut avoir un travail collectif en course. Une dernière remarque, ou 2 dernières, en course en durée, alors, dans certains outils d'évaluation qu'on voit circuler, il y a des fois une valorisation du mobile intensité, ou en tout cas de l'intensité de course, à questionner. Et puis enfin, la petite dernière remarque, en course d'orientation, alors en course d'orientation, j'avais pas grand-chose en termes de remarques à faire sur... J'aurais beaucoup de choses à dire sur la course d'orientation. Mais sur la course, sur l'orientation, mais sur la course en orientation, j'ai un peu l'impression que c'est quand même, des fois, un peu le parent pauvre. Alors, il y a deux écoles. Soit c'est survalorisé parce que, par exemple, on est dans un milieu où l'orientation ne pose aucun problème, donc on survalorise le chrono. Et est-ce qu'on fait encore de la course d'orientation quand on est dans un parc où on repère les balises à 500 mètres avec un coup d'œil? Voilà. On est peut-être là davantage dans de la course, mais alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être rationaliser un petit peu cette course. C'est une question. Et puis, par contre, des fois, quand on est vraiment centré sur l'orientation, on délaisse ce paramètre de course. On fait courir des élèves ensemble alors qu'ils ont un qui est complètement dans le rouge et l'autre qui est en aisance respiratoire. Voilà. Peut-être réconcilier les deux, mais en tout cas, la course en course d'orientation est rarement. Voilà, il y a 2 extrêmes. Elle est un peu traitée comme l'essence, ce n'est pas le cas. Il y a rarement articulation entre les deux. Sur ce que l'on observe, bien sûr, c'est un regard macroscopique et c'est surtout des éléments de réflexion que je tenais à vous livrer. Je me suis dit, on va rentrer par les pratiques, voilà ce qu'on observe de manière macroscopique, j'entends bien. Il y a des gens qui font autrement, il y a plein de pratiques innovantes, mais il faut se poser la question du macroscopique et puis de ce qui ressort de manière récurrente. Peut-être le coup. Voilà. Alors un dernier petit zoom avant de laisser la parole à Francis, un petit zoom sur la CP5 qui va en fait faire un peu le lien à la fois avec les propos de Martine Kespanchen et les propos de Didier Lance. Ce qu'il est important que vous traitiez quand vous travaillez sur l'activité course en durée, c'est vraiment de vous imprégner de cette démarche originale, singulière, que doit générer l'approche d'une activité en CP5, avec vraiment essentiellement au cœur de ce traitement de l'activité, et donc là aujourd'hui plus particulièrement le traitement de la course, c'est l'idée d'avoir un élève qui est vraiment à l'écoute de lui-même, donc tout un travail sur les ressentis, tout un travail sur l'autodétermination, ce qui suppose dans votre démarche d'enseignement de construire des repères pour que l'élève puisse se situer et puisse réguler de plus en plus de manière autonome son entraînement. Et puis cette idée essentielle qui d'ailleurs est un des problèmes professionnels que l'on a rencontré au départ quand on a voulu travailler sur cette CC5, c'était cette rupture avec la performance absolue. Puisque là, sur la CP5, quelle que soit l'activité, on est vraiment sur une référence par rapport à une performance qui est une performance par rapport à soi-même, c'est-à-dire essayer de faire mieux que ce que l'on faisait au départ dans la gestion de son effort, quelle que soit l'activité support. C'est quelque chose qu'il a fallu faire évoluer parce que, en général, quand on est professeur de PS,
souvent on a eu ce rapport à la performance par rapport à notre propre vécu, sauf peut-être quand on est un petit peu plus danseuse. En tout cas, c'était pas mon cas, parce que j'étais athlète, voilà. Donc, il y a eu tout ce travail d'accompagnement des enseignants par rapport à cette notion de performance. Et puis aussi, l'idée que vraiment les ressentis sont au cœur de la pratique, et les ressentis, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour les élèves, et puis qui n'est pas simple non plus pour les enseignants, parce qu'il y a toute la question de la mise en mots, de l'expression de ces ressentis, la question de la subjectivité, et puis la question surtout de l'exploitation de ces ressentis. Comment s'appuyer sur les ressentis des élèves pour le guider et pour lui permettre de consolider, construire son projet personnel dans une activité de la CP5. Et puis bien évidemment l'idée que la CP5, ça a été une des idées qui a présidé à ce groupement, l'idée que la CP5 est une forme d'éducation à la santé, puisque justement tout ce rapport très centré sur soi, on espère que l'élève va construire au niveau du lycée des repères qui vont lui permettre d'avoir une pratique physique en dehors de l'école qui soit un petit peu plus structurée, qui soit un petit peu plus tournée vers lui-même et qui sache un peu les bases de l'entraînement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours total sur la CP5, mais en tout cas, vraiment, ce qui est au cœur du traitement de l'activité, c'est bien ce triptyque, c'est-à-dire il y a la partie visible, les résultats d'action, et puis il y a vraiment l'interrogation par rapport à ce que l'on a réalisé, cet aller-retour entre le prévu et le réalisé, qui doit passer obligatoirement par un détour, c'est-à-dire celui de s'interroger sur la manière dont on s'y est pris pour obtenir ce résultat. Alors vous allez me dire, ça c'est pas propre à la CP5. Je vous dirais même que, on est un petit peu Pascal Comut aussi parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Si avec nous, on aimerait bien que toutes les activités soient un petit peu traitées dans cet esprit de la CP5. Mais en tout cas, particulièrement dans cette famille d'activités, l'idée c'est de construire une boîte à outils pour que l'élève puisse, comme l'a dit tout à l'heure Didier, avoir des repères, et des repères qui soient à la fois de l'ordre, qui soient des repères extéroceptifs, des repères proprioceptifs. Certains sont subjectifs, certains sont objectifs. Je pense que Francis tout à l'heure vous parlera notamment du rapport à la fréquence cardiaque de réserve, etc., qui peuvent être des indicateurs pour les élèves. En tout cas, vraiment, travailler en CP5, c'est interroger l'ensemble de ces trois axes. Et surtout, ce que l'on voit dans les pratiques, c'est un peu cette difficulté à donner la main à l'élève, à construire ce qu'on appelle la dévolution à l'élève par rapport à la gestion de son projet personnel. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment des pratiques professionnelles à interroger. Alors, les objectifs sont doubles, hein. Vous savez qu'on travaille à la fois du point de vue des charges énergétiques, mais avec également une focale qui est très importante, c'est la focale de la motricité, quelle que soit l'activité que l'on aborde, et puis la notion de planification, de gestion des séquences, du savoir s'entraîner. Et donc, on fait dialoguer dans un cycle de CP5, on fait toujours dialoguer les procédures, le produit et les ressentis. Alors la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à la CP5, c'est que une des dérives que l'on constate, alors je prends aussi des précautions, hein, je vois de très belles choses en CP5, mais par rapport à ce qu'on voit de temps en temps dans les leçons, c'est qu'on voit bien la démarche, hein, comment on construit le produire, l'identification des ressources, la manière de faire évoluer un entraînement, la manière de varier les formes d'entraînement. Il y a quand même deux petites choses sur lesquelles j'attire votre attention. L'idée que dans le produire, dans toutes les activités, et y compris dans la course, il y a non seulement tout ce qui est en lien avec le registre d'effort, mais il y a aussi tout ce travail autour de la motricité. C'est ce que disait Didier tout à l'heure. C'est vrai, alors ça saute peut-être un peu plus aux yeux sur des activités comme le step ou la musculation, mais en course, il faut vraiment se poser cette question-là. Donc ne pas oublier ce pan-là.
Et puis, pour faire le lien avec ce que disait Martine tout à l'heure, l'une des dérives aussi, c'est si les élèves ont beaucoup de bonnes notes, notamment les filles, alors ce qui, moi, pour moi, je trouve ça complètement recevable, et d'ailleurs, je me dis, justement, très bien, vivons la CP5. Mais il y a quand même une petite question de fond là derrière, c'est la question de la manière dont on a construit les enseignements et de la manière dont on a construit l'évaluation. Quand on construit les enseignements, on doit se garantir quand même de savoir d'où les élèves, chacun, partent, et se garantir aussi que du point de vue de la motricité et de l'énergétique, les élèves progressent. C'est-à-dire qu'à travers un carnet d'entraînement, le suivi, etc., on doit savoir, d'une leçon à l'autre, sur quoi l'élève a mis une flèche vers le haut pour se garantir qu'il progresse. Parce que la CP5, c'est pas apprendre des tas de formes d'entraînement, des tas de formes de séquences différentes, c'est aussi progresser d'un point de vue physiologique et d'un point de vue moteur. Et le dernier point, avant de céder la parole à Francis, actuellement, on est en train de réfléchir et la Commission nationale travaille sur un toilettage de certains référentiels, donc ceux de la CP5. Et en fait, j'attire votre attention sur deux dérives que l'on voit dans la pratique de la CP5. La première dérive, c'est la répétition générale, c'est-à-dire qu'on fait un catalogue de séquences avec les élèves, ils les vivent, et puis le jour de l'évaluation, ils répètent. On n'est pas dans l'esprit de la CP5. On se prive de la richesse de la CP5 qui justement a besoin de passer par un vécu, un ressenti par rapport à une forme d'entraînement, des charges énergétiques différentes. Et en fait, on se retrouve sur une évaluation qui ne fait que reproduire quelque chose. Et effectivement, quand on reproduit et qu'on a répété longtemps pendant les enseignements, en général, on réussit. Et la deuxième chose, dans les dérives, c'est que les enseignants ont parfois l'impression qu'à travers l'évaluation de la CP5, quelque part, ils s'évaluent eux-mêmes, puisque c'est eux qui ont énormément guidé les élèves dans leur projet personnel. Donc, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donnez-leur la main, construisez leur autonomie et donnez-leur la possibilité de faire eux-mêmes les choix. Si on se garantit de ne pas être dans ces deux dérives-là et que les élèves réussissent, notamment les filles, alors tant mieux. Mais en tout cas, il faut faire attention par rapport à ces deux dérives. Voilà pour le petit focus sur la CP5.